Dans les salons feutrés des institutions européennes, l'Algérie signe ce que beaucoup décrivent alors comme une avancée diplomatique, l'accord d'association avec l'Union européenne. Les mots sont soignés, les promesses séduisantes, coopération renforcée, développement partagé, intégration économique, une formule consensuelle répétée sans fin dans les discours officiels. Mais derrière cette façade, un mécanisme s'active en silence. Très vite, les effets se font sentir. L'économie algérienne devient un marché d'écoulement pour les produits européens. Des flux massifs de biens manufacturés, agricoles, industriels pénètrent sans véritable contrepartie. L'Europe vend, l'Algérie achète, le déséquilibre s'installe dès les premières années, mais il est maquillé, édulcoré, recouvert de jargon technique. Le véritable piège de cet accord ne réside pas dans une clause précise, mais dans sa structure même. Il repose sur l'idée implicite que l'Algérie, pour se développer, doit s'aligner sur les modèles du Nord. Cela veut dire ouvrir ses frontières, adopter des normes sans les produire, déréguler des secteurs stratégiques au nom de la compétitivité. Le partenariat devient alors une condition de conformité. Ce qui est présenté comme une opportunité mutuelle fonctionne en réalité comme un canal d'absorption. L'Algérie devient un réceptacle passif, elle s'aligne, s'adapte, se conforme mais n'impose rien. Les règles sont écrites ailleurs, les paramètres sont dictés par d'autres et les marges de manœuvre s'effritent année après année. L'accord d'association, dans sa forme actuelle, n'est pas un outil de coopération, c'est une architecture de dépendance, lissée, polie, légitimée par des institutions, mais parfaitement asymétrique dans ses effets. Les chiffres ne pleurent pas, mais ils accusent. Dans le tumulte des débats politiques, rares sont ceux qui posent des vérités sans fioriture. Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, l'a fait. Il n'a pas argumenté avec des métaphores ou des slogans, il a utilisé le langage le plus cru, celui des données économiques, et ce langage dit tout. Depuis 2005, l'Algérie a tiré à peine 1 milliard de dollars de bénéfices directs de son accord avec l'Union européenne. En face, les entreprises européennes opérant en Algérie ont rapatrié, dans le même temps, entre 12 et 13 milliards de dollars de bénéfices nets. 12 fois plus, ce n'est pas une erreur de calcul, ce n'est pas une approximation, c'est une réalité systémique. Le modèle imposé par l'accord d'association ne crée pas de valeur locale. Il canalise les flux financiers vers l'extérieur. Il transforme le territoire en zone de transit pour les capitaux européens. Et pendant que les profits s'évaporent, les promesses, elles, restent suspendues. Pas de transfert de technologie, pas d'industrialisation, pas de montée en compétences, rien d'autre qu'un flux unidirectionnel de richesses. Ce déséquilibre n'est pas un simple accident de parcours, il est la conséquence directe d'un contrat mal négocié dans un rapport de force défavorable, un contrat où les engagements européens sont vagues et ceux de l'Algérie contraignants. Les textes sont précis quand il s'agit d'ouvrir les marchés, flous lorsqu'il est question de contrepartie. Le plus inquiétant n'est pas le contenu de l'accord, mais le silence avec lequel il s'est imposé. Il a été intégré dans la politique économique comme un fait accompli, sans évaluation sérieuse, sans bilan, sans remise en question, et c'est ce mutisme, cette acceptation passive d'une mécanique défavorable qui a rendu l'accord si durable et si nocif. On parle d'écologie, mais on fait de la géopolitique. On parle de normes, mais on construit des murs. C'est peut-être l'un des paradoxes les plus amers de cette époque. La transition environnementale, pensée comme une urgence planétaire, devient aussi un outil de blocage commercial. Sous couvert de protection climatique, l'Union européenne applique à l'Algérie des critères qu'elle ne s'impose pas toujours à elle-même.
Le commerce devient une frontière mobile, un jeu de conditions mouvantes ajustées selon les intérêts du moment. Des produits algériens, pourtant conformes aux standards techniques initiaux, se voient refuser l'entrée sur le marché européen, non pas pour des raisons de qualité, mais au nom de nouvelles normes dites vertes. Normes changeantes, souvent opaques, rarement harmonisées et surtout appliquées de manière sélective. Ce qui est accepté de certains voisins de l'Est est rejeté sans appel lorsqu'il vient du Sud. La logique ici est subtile, il ne s'agit pas d'une fermeture brutale, mais d'un filtrage bureaucratique. L'Algérie peut exporter si elle se plie à un arsenal réglementaire dont la complexité croît à mesure que le produit se rapproche de la frontière européenne. Les petites structures, les industries émergentes, les producteurs locaux n'ont ni les moyens ni les leviers pour s'adapter. Le résultat est prévisible. Les flux stagnent, l'accès au marché se réduit, l'économie reste confinée. Pendant ce temps, les produits européens continuent d'entrer en Algérie avec une fluidité quasi totale. Et cette asymétrie se double d'un autre phénomène. Des produits interdits en Europe, pesticides, substances chimiques, résidus industriels, trouvent leur place sur les marchés du Sud sous une réglementation moins rigide ou une surveillance plus lâche. La protection de l'environnement devient alors à géométrie variable. Ce n'est pas la norme elle-même qui pose problème, mais l'intention politique derrière son usage. Ce n'est pas la protection du climat qui est contestée, mais son instrumentalisation comme outil de tri commercial. L'Algérie n'est pas opposée à la transition écologique, mais elle refuse qu'elle serve de prétexte à une discrimination systémique. Il y a des moments où le silence politique devient une complicité et d'autres où la rupture devient une nécessité. L'annonce faite par Ahmed Attaf n'est pas un simple désaccord technocratique, elle marque un changement de doctrine. Pour la première fois depuis longtemps, l'État algérien ne se contente pas de signaler un déséquilibre, il agit, et cette action n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un réalignement profond de la politique étrangère du pays. Depuis plusieurs mois, les signaux s'accumulent. Suspension de certaines dispositions de l'accord d'association, redéfinition des termes de coopération, instructions directes venues du plus haut niveau de l'État. Le président Tebboune trace une ligne claire, les partenariats doivent être revisités à l'aune de la souveraineté nationale. Et cette souveraineté n'est plus un slogan. Elle devient un critère de décision, une grille de lecture, un filtre stratégique. Ce mouvement n'est pas dicté par l'hostilité, mais par le réalisme. Car les rapports de force ont changé. La guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres énergétiques. Les dépendances se sont révélées au grand jour. Et dans ce contexte, l'Algérie n'est plus seulement un fournisseur parmi d'autres, elle est devenue une pièce centrale dans la sécurité énergétique européenne. Mais contrairement au cycle précédent, Alger ne s'en contente pas. Elle ne monnaie plus son gaz contre du silence diplomatique, elle impose ses lignes rouges, défend ses intérêts avec fermeté et remet en question les mécanismes anciens d'allégeance. La logique de complaisance est remplacée par une logique de réciprocité. Ce repositionnement ne se fait pas dans la brutalité. Il repose sur une posture affirmée mais rationnelle. L'Algérie ne claque pas la porte de l'Europe, elle exige simplement que les règles soient équitables, que les accords reflètent un équilibre réel, que le langage diplomatique ne serve pas à masquer une logique de captation. Ce que la diplomatie algérienne réinvente ici, c'est une capacité à redéfinir les termes du dialogue, à refuser les scénarios imposés et à replacer la souveraineté au cœur de toute relation internationale. Il y a des décisions qui marquent un tournant, non parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles rompent avec l'inertie.
La révision de l'accord d'association n'est plus une hypothèse, elle est en cours, pas à travers des communiqués abstraits, mais par des actes concrets ordonnés par la plus haute autorité du pays. Cette fois, l'État ne se contente pas de constater un déséquilibre, il le corrige une clause après l'autre, ligne par ligne, avec méthode, avec détermination. L'administration algérienne, longtemps accusée de prudence excessive, entre dans une nouvelle phase. Elle se repositionne non comme un simple exécutant diplomatique, mais comme un acteur stratégique. Le langage change, on parle désormais d'équité, de réciprocité, de révision contractuelle. On évoque la souveraineté non pas comme un principe théorique, mais comme un levier opérationnel. Cette mutation n'est pas improvisée, elle s'inscrit dans une reconfiguration plus large où la politique étrangère s'aligne désormais sur l'intérêt national mesurable. Ce n'est plus le prestige ou l'image internationale qui guide les choix, mais la capacité des accords à produire un effet tangible, durable, positif pour le pays. Le gel de certaines dispositions n'est pas un caprice ni une posture symbolique, il répond à une lecture froide des chiffres et des impacts. Lorsqu'un engagement creuse le déficit, étouffe les filières locales, empêche l'essor industriel, il est logique qu'il soit suspendu. La diplomatie cesse d'être un terrain d'équilibre fragile pour devenir un champ de force rationnel. Dans ce nouvel ordre d'action, l'Algérie n'avance plus seule. Elle consulte, elle mesure, elle ouvre les négociations selon ses propres paramètres. Elle ne subit plus les calendriers dictés par Bruxelles, elle impose les siens. Et cette reprise de contrôle à bas bruit mais constante redonne au mot souveraineté un sens concret, stratégique, assumé. Ce qui se joue entre Alger et Bruxelles dépasse les frontières. C'est le symptôme d'un basculement mondial plus profond. Longtemps, le Sud a été traité comme un espace périphérique, réservoir de ressources, marché captif, partenaire secondaire. Dans cette logique, les accords ne sont jamais équitables. Ils sont rédigés pour maintenir un ordre établi, où les pays en développement doivent s'aligner, s'adapter, intégrer sans jamais dicter. Mais ce monde-là est en train de disparaître. L'Algérie n'est pas seule, elle n'est plus seule. Elle s'inscrit dans un mouvement global, encore discret mais irréversible, porté par une constellation d'États qui refusent désormais de négocier à genoux. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine forment aujourd'hui un nouveau front géoéconomique, déterminé à recomposer les hiérarchies mondiales. Et cette recomposition ne se fait plus en mendiant des aides, mais en redessinant des alliances. L'ouverture vers les BRICS, le rapprochement stratégique avec la Chine, la Russie, ou encore les initiatives panafricaines comme le système de paiement PAPS en disent long. Ce ne sont pas de simples ajustements tactiques, ce sont des déplacements d'axes, l'économie mondiale se reconfigure et l'Algérie entend jouer sa carte en toute autonomie. Ce mouvement n'est pas fondé sur l'hostilité, mais sur une exigence de respect. Il ne s'agit pas de rejeter l'Europe, mais de la replacer à sa juste position, non pas comme un centre incontesté, mais comme un acteur parmi d'autres. Une puissance avec laquelle il faut traiter d'égal à égal, non plus dans l'espoir d'une reconnaissance, mais dans l'assurance d'une réciprocité. Le langage change, ici aussi. On ne parle plus d'intégration, mais de redéfinition. On ne cherche plus à s'adapter à l'ordre existant, mais à en construire un nouveau. Un ordre qui ne considère plus les nations du Sud comme des exécutants périphériques, mais comme des pôles d'initiative. Ce que l'Algérie amorce dans ses relations avec l'Union européenne n'est pas une parenthèse diplomatique, c'est une contribution à ce basculement silencieux qui, demain, pourrait bien redessiner la carte des puissances.